Bonsoir à tous. Dans l'actualité de votre journal local et régional ce soir, un nouvel hôtel de ville a ouvert ses portes à Dumbéa. Naissances et décès pourront y être enregistrés. Une première conséquence de l'ouverture du Medipôle pour accueillir le futur accroissement démographique. KNS obtient de son actionnaire Glencore le financement du four numéro 2. Une bonne nouvelle à 6 milliards 600 millions de francs pacifiques. Les travaux commenceront en 2017. 700 km à pied déjà pour Karl Vianney. Il veut réaliser son tour de Calédonie, mais aussi attirer l'attention sur l'importance du don de sang. Voilà pour les titres et on commence avec une première dans l'agglomération de Nouméa avec l'ouverture depuis lundi matin d'un nouvel hôtel de ville à Dumbéa. Seul le service de l'état civil est opérationnel et accueille pour l'heure le grand public. Avant d'en parler avec notre invité, voyez le reportage de Cheima Riahi et de Michel Bouillet. Les habitants de Dumbéa venaient effectuer leur déclaration au service de l'état civil de la mairie. Désormais, le nouvel hôtel de ville peut accueillir l'ensemble des usagers du Medipôle. Renforcé et modernisé, il est prêt à gérer les naissances et les décès ayant lieu à l'hôpital. Ici, vous pourrez choisir l'ensemble des démarches de l'état civil et ensuite passer dans le sas, on va dire, des guichets, où là, vous allez avoir 9 guichets qui sont dédiés, dont 6 pour l'état civil. Donc, je vous invite à rentrer. Plusieurs milliers de personnes sont attendues ici, un impact important sur l'organisation de cette structure municipale. Dorénavant, c'est ce que le maire souhaitait, c'est-à-dire éviter aux personnes avec l'ouverture du Medipôle de monter en mairie du Nord. Donc c'est pour ça aussi qu'on en a ouvert en premier lieu l'état civil pour caler avec l'ouverture du Medipôle. Et donc toutes les démarches, naissance et décès, se feront exclusivement ici, à le nouvel hôtel de ville de Dumbéa. Avec l'ouverture du Medipôle, Dumbéa devra enregistrer environ 2500 naissances et près de 600 décès par an. Conséquence, 4 agents administratifs supplémentaires ont été recrutés. On a dû augmenter notre effectif à l'état civil. Donc il y a eu 4 créations d'emplois pour faire en sorte qu'on puisse répondre aux besoins. Vous devez savoir qu'il y aura 2500 naissances à l'année et environ 600 décès, alors qu'auparavant nous avions 5 naissances et 100 décès. Donc c'est une révolution pour Dumbéa, mais on est prêt à assumer cette révolution. Le service de l'état civil est le premier à s'installer dans la nouvelle mairie. Les autres départements seront ouverts en avril 2017, lorsque tous les travaux seront terminés. Georges Naturel, bonsoir. Vous êtes le maire de Dumbéa. Alors, vraiment, il faut le préciser, seules les déclarations de naissance et de décès s'effectueront dans ce nouvel hôtel de ville. Donc, on a transféré le registre d'état civil de la mairie actuelle à l'hôtel de ville depuis lundi. Donc, toutes les déclarations se font à l'hôtel de ville aujourd'hui. Mais on peut aussi y faire les déclarations pour les listes électorales, les passeports, les cartes d'identité. Il y a aussi cette possibilité. Cette possibilité-là. Et les services seront tous compétents en avril 2017 ? Alors, le déménagement complet se fera en avril 2017 et les administrés auront accès à l'ensemble des services qu'on peut demander à une mairie, que ce soit de l'urbanisme ou d'autres demandes. Donc, le Medipôle a un impact majeur sur votre commune et l'accroissement démographique va exploser. Non, effectivement, vous savez, c'est une des réflexions qu'on a eues depuis longtemps. Ça fait 5 ans qu'on y travaille. Et pour tout vous dire, c'est lors d'un déplacement en Polynésie française où on a étudié le déménagement de l'hôpital de Papeete à Pirae et on a vu à cette occasion tout ce que ça avait comporté comme problématique pour la mairie de Pirae. Et donc on s'est préparé à cette révolution, comme le disait le premier adjoint de la ville de Dumbéa. Pour le personnel, c'est aussi une révolution, c'est des nouvelles méthodes de travail et c'est un effort qu'il a fallu faire en termes de formation aussi. Effort financier aussi, parce qu'il faut recruter, il faut construire, ça coûte. Ah, effectivement, donc il a fallu construire un nouveau bâtiment. Le précédent était dans la partie nord de la commune. À l'époque, il y avait 8500 habitants à Dumbéa. Il y en a aujourd'hui 36 000. Donc vous imaginez bien qu'il fallait, pour pouvoir accueillir
au mieux les administrés de la commune, avoir un équipement de ce type, moderne, avec des nouveaux logiciels, avec un accueil modernisé. Et est-ce que ça rapporte aussi d'avoir comme ça des 2500 naissances en plus sur la commune? Alors là, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. On en a parlé, hein, ça apporte des dépenses supplémentaires pour la collectivité. Mais par contre, malheureusement, hein, c'est lié au fait, aux ressources budgétaires des communes en Nouvelle-Calédonie. Malheureusement, les communes en développement comme Koné, comme Païta et comme Dambéa n'ont pas aujourd'hui les ressources en rapport avec leur développement et leur évolution démographique. Donc vous nous dites qu'il faudrait penser à un mécanisme? C'est effectivement un vrai sujet. Ça fait 5 ans qu'avec l'association des maires, on y réfléchit, on y parle. Il faut que le Congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se saisissent de cette problématique parce qu'on va arriver à un stade, et je crois qu'on y est presque cette année, où comme les recettes stagnent, on a la même ressource budgétaire que 2013, on va avoir de vraies difficultés pour faire fonctionner au mieux la commune de Dambéa. En tout cas, Georges Naturel, merci pour avoir accepté cette invitation. Vous risquez de supplanter Nouméa en termes de naissance alors, hein? Bah écoutez, oui, c'est pas, on cherche pas les records, en tout cas on cherche à améliorer le service à la population. Merci encore pour être venu dans ce journal. L'actualité du nickel et la société Koniambo Nickel qui annonce le financement de son actionnaire Glencore pour la reconstruction du four de la ligne 2. Une annonce attendue et positive. Les travaux commenceront en janvier 2017. Bernard Lassos et Tcharaouyane. L'annonce qui redonne un futur à KNS. Hier, Glencore a accordé son approbation financière à la reconstruction de la deuxième ligne de four de l'usine de Vavuto, un engagement à hauteur de 6,6 milliards. Il arrive après l'annonce de l'État sur le réaménagement des clauses de défiscalisation, soit 24 milliards, mais pas que. C'était de démontrer que KNS pourrait être rentable éventuellement par rapport à notre concurrence. Donc, ça voulait dire démontrer que la technologie est fiable, viable et qu'on pourrait régler les problèmes qu'on avait avant. Les gages donnés par KNS, ce sont les records de production sur 30 jours établis à plusieurs reprises durant l'année 2016. 2000 tonnes sur une seule ligne de four. Les travaux sur le four numéro 2 devraient débuter en janvier 2017 pour une mise en fonctionnement au premier trimestre 2018. Une opération à même de faire redécoller le projet KNS. KNS va devenir rentable bientôt. Donc, après qu'on reconstruit le four numéro 2 et on le redémarre et on monte à la puissance au niveau de production qu'on peut avoir aujourd'hui, mais on devrait... L'opération devrait être rentable par la fin de 2018. Objectif avoué pour l'horizon 2021, 55 000 tonnes de production et des coûts inférieurs à 4 $ la livre. Deux conditions essentielles pour asseoir la crédibilité de l'usine du Nord. En bref, le tribunal correctionnel a condamné l'évadé Vaimiti Ukene à 6 mois de prison supplémentaire avec mandat de dépôt. Le jeune de 19 ans a été jugé aujourd'hui en comparution immédiate, bénéficiant d'un placement en extérieur. Il s'était fait la belle jeudi matin lors d'un cours d'équithérapie non loin du camp Est. Sa cavale n'aura duré que 2 heures puisqu'il a été rapidement rattrapé par les forces de l'ordre sur la presqu'île de Nouville. Le jeune homme était libérable en août prochain. Il passera donc 6 mois de plus en prison. Un zoom à présent sur le patrimoine avec l'association Témoignage d'un passé. Elle a guidé cette semaine une spécialiste mondialement reconnue des bagnes internationaux, Claire Anderson, que nous recevrons dans quelques instants. Elle s'est fait présenter cet après-midi quelques-uns des plus beaux objets du bagne calédonien. Reportage d'Antoine Le Teneur et Gaël Detcheverry. Alors pour nous historiens, c'est très intéressant parce que la configuration de tous les bâtiments correspond parfaitement à la réalité. La présentation d'un des trésors de l'association Témoignage d'un passé, ce diorama façonné par un bagnard, était vendu aux étrangers à l'époque de la pénitentiaire. Pour Claire Anderson, cette spécialiste des bagnes, c'est la découverte de ce qu'on appelait la camelote du bagne calédonien. Il y a les archéologues qui travaillent sur les sites australiens et ils trouvent les objets, mais ils ne sont pas de la beauté de les coquillages comme ça. Ils ne sont pas si détaillés, quoi.
c'est les objets plus quotidiens. Normalement, les objets ont vendu, ils ont perdu, on n'a pas grand-chose, peut-être les pipes de tabac, les dés, mais pas les choses aussi beaux qu'on a vues cet après-midi. Et on peut la croire, car Claire Anderson étudie les bagnes du monde entier. Du Portugal à la Sibérie, en passant par la Guyane et l'Australie, là où justement elle a œuvré au classement de 11 sites pénitentiaires au patrimoine mondial de l'humanité. En une semaine, elle a visité Nouville, l'hôpital du Marais et Fort-Terrain-Bas, avant de découvrir ces objets sauvegardés par l'association Témoignages d'un passé. C'est bien pour nous d'avoir une expertise, de dire est-ce que ce dont on dispose en Calédonie, ça vaut la peine? Est-ce qu'un jour on peut espérer d'avoir un classement mondial? Peut-être que dans l'immédiat c'est trop tôt, un dossier se prépare sur 10-15 ans, mais peut-être que dès à présent on peut bénéficier de son expérience, de son expertise pour essayer de définir des sites qui ont des spécificités, qui doivent être complémentaires. Et donc voilà, c'est tout ce travail qu'on mène un petit peu ensemble. Reste donc un long travail d'inventaire et de collecte d'objets afin, peut-être un jour, de pouvoir classer notre bagne et ses sites au patrimoine mondial de l'humanité. Bonsoir Claire Anderson. Bonsoir. Est-ce que les sites que vous avez visités en Calédonie sont spécifiques? Oui, je suis allée à Île-Nou, on dit Nouville maintenant bien sûr. C'était le site où les bagnards, la plupart, ont arrivé là pour être dispersés dans l'archipel, quoi. Et j'ai vu beaucoup de bâtiments, il y a les vestiges super bien. C'est vraiment quelque chose de spécial que vous avez ici. Et par rapport à d'autres sites que vous connaissez, parce que vous avez beaucoup visité, vous êtes spécialiste dans ces domaines-là. Par rapport à d'autres sites, quelle est la différence? La différence peut-être, c'est qu'ici, vous avez un site presque complet. Il y a quelques bâtiments qui manquent, mais pas beaucoup. Et aussi, vous avez les textes, les archives très bien. Vous avez les plans dans les archives territoriales, aussi à Nouville. Donc, on peut imaginer de reconstruire facilement ce qui n'existe plus. Donc ça veut dire que les bâtiments sont spécifiques, mais vous avez trouvé des objets aussi, comme des objets à l'intérieur, des photos, des documents, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça qu'on a vu dans le clip. Là, les objets de Nouvelle-Calédonie sont magnifiques. Les coquillages comme ça, j'ai jamais vu comme ça dans les autres endroits. C'est les objets plus quotidiens qu'on a dans les autres parties. Mais ce qui m'intéresse aussi ici, c'est qu'il existe plusieurs photographes. J'ai jamais vu autant de photographes dans tous les voyages, toutes les recherches que j'ai faites pendant presque 20 ans. Et bien sûr, ça c'est un peu parce que la photographie a commencé à la même époque quand vous avez la bagne ici. Et il y a les collections magnifiques aux archives territoriales. Donc ce sont des traces du passé très importantes, vous nous dites. Hein. Comment est-ce que vous classez les bagnes au patrimoine mondial de l'humanité? Quels sont les critères? Moi, je pense que c'est une façon d'accéder les vies quotidiennes des gens normaux. Parce qu'on n'a pas beaucoup de traces, beaucoup de vestiges de la vie pour la plupart des gens qui habitaient dans le passé. Mais le bagne a pris les archives très détaillées sur les individus. Donc pour moi, c'est une façon de donner la dignité aux gens ordinaires. Parce que les bagnards, ils étaient les gens ordinaires. À votre avis, y a-t-il des bagnes en activité encore dans le monde? Ça dépend qu'est-ce que vous comptez. Alors, il y a les pays où ils envoient les gens très très loin de chez eux. Les pays, oui. Oui, peut-être les femmes sans enfants. Ça, c'est très dur si vous êtes envoyé les kilomètres, les 1000 kilomètres de chez vous. Mais on n'a pas les bagnes comme on a eu historiquement. Mais la forme s'est changée, quoi. Merci beaucoup, Claire Anderson, pour être venue dans notre journal et d'avoir accepté cette invitation. Merci. Direction le parc forestier avec cette opération exceptionnelle. Des personnes à mobilité réduite ont pu en visiter des parties, des lieux qu'ils ne voient pas habituellement. Une première qui s'est déroulée à l'occasion de la 2e édition des Journées accessibilité au public en situation de handicap. Brigitte Wahap et Michel Bouillet. Des regards ébahis devant les singes araignées que ce jeune voit pour la première fois. En effet, habituellement, le minibus qui les transporte s'arrête à l'entrée du parc forestier et ils ne peuvent pas aller voir les singes.
Exceptionnellement, pendant ces 2 journées d'accessibilité organisées par la province sud, le véhicule qui les transporte peut entrer à l'intérieur du parc. C'est agréable de pouvoir aller à des endroits qu'on ne peut pas faire habituellement. Dans l'idéal, il en faudrait plus de journées comme celle-ci ? Écoutez, oui, c'est toujours bien d'en avoir plus. On a déjà une fois dans l'année 2 jours, c'est déjà bien. Et après, s'il y en a plus, je pense qu'on viendra plus souvent aussi. Des haras d'Amérique latine, des oiseaux de toutes les couleurs qu'apprécient aussi bien les personnes en fauteuil que leurs éducateurs. Les Amazones, on les reproduit bien au parc forestier et certaines disent quelques mots. Parfois, quand on passe à côté, là, on entend un petit bonjour. Ou... Un animateur accompagne le groupe et leur propose une visite commentée du parc. Se met un petit peu plus à leur disposition. Donc là, aujourd'hui, ça leur a permis de venir dans un coin du parc qu'ils ne visitent habituellement pas. Donc voir des nouveaux animaux qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, même quand ils viennent en visite classique, puisque c'est quand même des groupes qui viennent de temps en temps au parc forestier. C'est des enfants qui connaissent au moins une partie du parc forestier. Mais là, aujourd'hui, ils sont venus dans une partie qu'ils ne connaissent pas. Et donc, c'est un peu la découverte pour tout le monde. Je vous le disais, c'est une performance sportive pour Carl Vianney, qu'il a déjà parcouru 700 km à pied. Parti de Nouméa, le jeune marcheur souhaite boucler son tour de la Calédonie, mais surtout inciter les Calédoniens à donner leur sang. Le reportage à Koumak de Gilbert Ayawa et de Jean-Noël Méraud. Tout haut, mardi matin, kilomètre 600. Si la pluie ralentit la progression du marcheur solitaire, c'est sans doute pour mieux apprécier les rencontres le long du périple, comme ce retour dans l'école où il a travaillé il y a 10 ans. Il faut trouver des donneurs tout le temps, parce qu'on a toujours besoin de sang. Et puis pour donner, il faut être en bonne santé. Voilà, il faut être en bonne santé, il ne faut pas avoir une maladie, il ne faut pas trop boire, il ne faut pas fumer. On s'est initié à son projet en le suivant chaque jour sur le site de Toa.c avec les élèves chaque matin. Et après, j'en ai informé un peu aussi les collègues, l'école, voilà. La vie n'est pas aussi simple qu'un selfie. Donner son sang ne peut plus se faire qu'à Nouméa, sécurité sanitaire oblige. Les hôpitaux du Nord sont approvisionnés en fluide vital par le centre territorial de transfusion sanguine. Mais cette année, depuis le mois de juillet, la demande de sang a déjà dépassé la quantité utilisée toute l'année dernière. La demande a explosé cette année. Exceptionnellement, elle a explosé pour plusieurs raisons. Un, c'est qu'on prend en charge de plus en plus ce genre de patients, parce que ce sont des patients qu'on suit en chimiothérapie et qui ne descendent plus sur Nouméa. Donc forcément, on a besoin de sang pour ces gens-là qui viennent soit à Point-Limier, soit à Koumak. Et puis, malheureusement, il y a eu énormément une recrudescence d'accidents. Et ça, ces accidents de la route qui sont liés à l'alcool, au cannabis, etc., qu'on connaît tous, c'est catastrophique. Marcher pour donner la vie, un exploit solitaire pour sensibiliser les Calédoniens au don du sang. Du message martelé au rythme de ses tennis, Carl espère un large écho auprès du public et n'être pas qu'une voix dans le désert. Pour finir, la fête de la musique à Tiga. Elle était organisée par les jeunes et une fédération d'artistes lors d'une résidence de musiciens, comme un parfum de fête de fin d'année, mais aussi l'occasion d'effectuer les derniers réglages avant le festival Live in Wageden qui aura lieu demain à Djouéoulou dans le district de Gaïcha à Lifou. Le reportage de Philippe Kunzmann. Les instruments sont rangés, le podium finit d'être démonté. Après une nuit passée à fêter la musique et plusieurs jours de mobilisation, les jeunes de l'association Ininata Soré et Dedo sont toujours au poste. L'espace d'une soirée, une scène au bord de l'eau, un cadre de rêve pour une poignée de spectateurs. Cela s'appelle un privilège. Sans aide aucune, à 2h30 de navigation des îles Sœurs, les organisateurs peuvent être fiers du boulot accompli. C'est la première fois qu'on travaille sans la province, sans la commune, sans les aides de la province, de la commune. Donc, en gros, en général, c'est très positif. Les jeunes, ils ont été bien, se sont motivés pour organiser eux-mêmes leur fête de la musique. D'autres groupes se sont bien, comme Fekesha et Jamas et le groupe Sadio de Marais, qui se sont dérangés, qui nous ont beaucoup aidés aussi. Et sans eux, c'est sûr que la fête de la musique ici, ça ne serait pas trop dans l'ambiance, mais c'est eux qui nous ont apporté l'ambiance et la joie un peu ici sur l'île. À Tiga, tout le microcosme chante. Des taperas qui ouvrent la soirée, c'est le noyau de la tribu. Aux plus jeunes, les formations du Cru, Mélitas, Lilozou
et autres fusions. Les musiciens de Sadjo sont venus et repartis de nuit pour marrer à bord d'un bateau modeste. La solidarité, comme les artistes de l'IFU, venus prêter leur voix et musique et chanter 2 concerts pour soutenir ce projet. Il y a beaucoup de prise en main et on a vu sur Toka que les gens ils en veulent et il faut que les organisations se fassent, voilà, avec beaucoup de courage. Partis chercher de l'eau, ils ramenèrent des chansons. C'est une légende de Tokanod qui le raconte. Partis démunis, ils en revinrent plus riches et plus unis. Et voilà qui termine ce journal. N'oubliez pas, dans quelques minutes ce soir, en direct sur NC Première, télé et radio, les Flèches de la musique 2016. Un grand moment musical à la découverte des talents musicaux locaux. Nous, eh bien, on se retrouve demain, même heure, même lieu. Passez une très très belle soirée. Retrouvez toute l'info sur ncpremière.nc.